dans cette offensive qui est relancée. Les larmes donc de Volodymyr Zelensky. C'est l'une des images fortes de cette journée qui s'est poursuivie à Bruxelles et qui a été aussi assez riche d'enseignements. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, Volodymyr Zelensky, ce matin, vient d'entrer dans l'hémicycle du Parlement européen. Pendant de longues minutes, vous allez le voir, il est acclamé par l'ensemble des eurodéputés, presque au complet. Large sourire, Volodymyr Zelensky semble presque étonné d'un tel accueil réservé. Il se rend alors au pupitre pour prononcer son discours. C'est à ce moment-là qu'il est submergé par l'émotion. Слава Україні! Dans la foulée, Volodymyr Zelensky prononce un discours en forme de manifeste pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами. L'autre image symbolique, elle a eu lieu lors du Conseil européen. Oui, les 27 chefs d'État européens du Conseil européen étaient là. Et lorsqu'on voit les images, on n'avait pas l'impression que Volodymyr Zelensky était un chef d'État. Les images sont dignes d'une rockstar. Chacun voulait regarder son accolade, son moment avec le président ukrainien, même sa photo. Regardez, quelques minutes plus tôt, c'est sur le tapis rouge que Volodymyr Zelensky avait été accueilli par les 27 chefs d'État, applaudi par tous, sauf par un, Viktor Orban, au milieu. Vous le voyez juste derrière, le président hongrois, qui, on le sait, est contre les livraisons d'armes européennes et continue de recevoir le gaz et le pétrole de la Russie de Vladimir Poutine. Donc on pourrait croire à une lune de miel, à une exception près, mais dans les coulisses, il y a quelques heures, Volodymyr Zelensky avait un tout autre discours. Oui, et c'est vous, Isabelle Lasserre, qui dévoilez ces mots dans votre entretien avec le président ukrainien pour Le Figaro. Volodymyr Zelensky en veut à l'Occident de traîner pour livrer des armes à l'Ukraine. Pour lui, il y a d'un côté les accolades publiques et de l'autre les décisions. Publiquement, tous les pays soutiennent l'Ukraine, mais en même temps, tous essayent d'éviter d'avoir à prendre de nouvelles sanctions ou reculent le plus possible le moment de nous livrer des armes avant d'enfoncer le clou. La Russie perd la guerre à 99%. Les Occidentaux parient sur le 1% qui reste pour justifier leur réticence à fournir des armes. Il y a eu beaucoup de bavardage sur les valeurs, mais les dirigeants politiques passent leur temps à dévaluer ces valeurs. Vous restez avec nous, Quentin, parce qu'on parlera dans un instant de cette affaire allemande de l'aéroport de Francfort, qui est sidérante, parce que, encore une fois, il y a les prises de position d'un côté, et puis il y a ce qui se passe dans la coulisse. D'abord, est-ce qu'il a raison, question simple, Volodymyr Zelensky, de dire ça? Les Occidentaux parient sur les 1% de possibilité de victoire russe pour justifier leurs réserves et leur retard à livrer des armes. François Hesbourg. Pour la faire courte, il y a eu des moments, au moins jusqu'au mois de décembre dernier, où on parlait peut-être davantage des garanties de sécurité pour la Russie que des garanties de défense pour l'Ukraine. Ça a été le cas notamment de notre président. Mais le fait est aussi qu'on n'entend plus ça à Paris, en tout cas, et que cette tendance continue d'informer les décisions, notamment sur l'affaire des avions de combat, avec la non-décision américaine, il faut l'appeler comme ça, où après avoir laissé penser qu'il pourrait y avoir des livraisons de F-16 relativement rapidement, et les Américains ont fait savoir que peut-être pas vraiment. Donc ils ne visent, j'allais dire, vous avez raison, il ne s'agit pas simplement des Européens, il s'agit peut-être encore davantage, à certains égards, des Américains. Mais Zelensky, je pense, et ça a été la vertu de son passage et à Londres et à Bruxelles,
je pense qu'il a maintenant installé fermement l'idée qu'il faut les ailes pour la victoire. Wings for victory. L'idée s'impose pour vous. Je pense que l'idée, son discours de Londres là-dessus aura marqué. Je pense que les Britanniques maintenant vont aller assez vite pour libérer des avions, des Eurofighter, comme on les appelle des Typhoon, qui devaient être retirés du service en 2025. Et je pense qu'à partir de là, on va assister au même processus que pour les, on y va tout droit. Que pour les chars de combat. Mais l'impulsion ne sera pas venue des Américains, elle sera effectivement venue des Britanniques. Les Britanniques. Et bien sûr, à Bruxelles, il en a remis une couche, comme il l'a fait à Paris, bien sûr, hier soir. Cela dit, pour les chars lourds, l'impulsion était venue de Paris avec les chars légers Absolument. et de Londres avec les chars lourds. Également, elle n'était pas venue des États-Unis. Simplement, les conditions dans lesquelles il vous a dit ça, Volodymyr Zelensky, c'est des paroles dures, hein. C'est des paroles tranchantes qui contrastent beaucoup avec la tonalité qu'on a entendue à Paris hier et à Bruxelles aujourd'hui. Quand il vous dit ça, il sait que ses propos vont être pris, il sait que ses propos sont offensifs, il sait qu'il porte un coup. Et oui, mais en fait, il ne cesse de remercier en fait, les pays occidentaux de lui avoir fourni des armes et de lui fournir le soutien politique dont il a besoin, mais en même temps, il critique les pays occidentaux en disant... Enfin, il a l'impression en fait qu'on livre les armes petit à petit, au compte-gouttes, qu'on a mis très très longtemps à comprendre que Vladimir Poutine ne voulait pas la paix, qu'on a mis très très longtemps à comprendre que cette guerre en fait dépassait le simple face-à-face Ukraine-Russie, mais qu'elle concernait l'intégralité du continent européen et aussi l'ordre international en général. Et il dit tout ça va très 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 lentement, et moi j'ai besoin d'armes aujourd'hui. Mais Isabelle, là c'est pas l'intervieweuse que je m'adresse, mais à l'analyste, il a raison pour vous ? En fait, moi, je pense que les Occidentaux ne parient pas sur les 1%, mais je pense qu'ils ménagent les 1% de possibilités, ce qui est aussi sans doute ce qui revient un petit problème. Peu au même. Ce qui revient un petit peu au même. Je pense qu'il a raison. Alors, ça se voit plus ou moins. Aujourd'hui, ça ne se voit pas. Il y a des allers-retours diplomatiques dans cette guerre absolument stupéfiants. Hein. Alors, surtout en France, où on a un président qui, parfois, a pu dire exactement la même chose dans une même phrase. C'est-à-dire, il veut la victoire de l'Ukraine, mais des garanties de sécurité pour la Russie. Les deux choses sont totalement incompatibles. Mais bon, aujourd'hui, ça a quand même un peu changé. Il a mis très, très longtemps à pouvoir le dire, mais aujourd'hui... il dit qu'il veut une victoire de l'Ukraine et il semble, et il induit, enfin il sous-entend, même plus que sous-entendre, qu'une victoire de l'Ukraine, ça entraîne une défaite de la Russie. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'était compliqué à dire. Il y a encore de gros problèmes, il y a encore des blocages en Allemagne. Donc on est toujours un petit peu, il y a des moments, il y a des accélérations. Là, on a franchi vraiment une étape. Après, il y a des paliers. Et on va refranchir une étape avec les avions de chasse. Quand on voit la ligne générale, on voit qu'il y a un engagement permanent, que le soutien occidental, en fait, qu'il y a une espèce de glissement dans l'aide militaire à l'Ukraine. On a l'impression que ce glissement ne va pas s'arrêter, mais la question c'est, est-ce que ce glissement aura eu lieu ? Je pose pas c'est pas un jugement de valeur. Hein, est-ce qu'en fait ça aura eu lieu assez vite ou pas pour permettre aux Ukrainiens de se défendre, bouter les Russes hors de leur pays ? Ou est-ce que ça arrivera trop tard ? Oui, si on retient les punchlines de ces 3 derniers jours, qu'est-ce qu'on a ? Wings for victory, les ailes pour la victoire, et le lendemain, le président Macron dit vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. Quand vous avez un enchaînement de ce type, ensuite il devient très difficile politiquement, sémantiquement, diplomatiquement, de faire marche arrière. Est-ce que ça arrivera en temps utile ? Personne ne peut le dire à ce stade, mais force est de constater que l'aviation russe, pour l'instant, n'est toujours pas sortie de ces problèmes qui l'ont empêché de jouer le rôle auquel tous les analystes s'attendaient. Hein. Je veux dire, l'absence de l'aviation russe dans cette guerre est une des choses les plus étonnantes et les plus difficiles à expliquer. Donc, qu'est-ce qui arrivera le premier avec ces avions ? Est-ce que ce seront les Russes ou est-ce que ce seront les avions des Ukrainiens livrés par les Européens et les Américains ? On verra. Anne, est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Il a eu raison pendant très longtemps, Volodymyr Zelensky, de dire les Européens ils vont à pas de velours parce qu'ils craignent d'abord l'ogre russe et qu'ils pensaient même peut-être en leur fort intérieur que cette guerre était ingagnable pour l'Ukraine, mais que les choses ont changé. Alors, il a un discours qui est dur et il est très exigeant. Alors, certes, il modère son propos, ça, vous l'avez souligné, en remerciant à maintes reprises chaleureusement les pays européens, mais en même temps, il est très, très exigeant. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit que l'histoire de l'Ukraine et du monde extérieur n'a pas toujours été semée de roses. Je veux dire qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, personne ne s'intéressait à l'Ukraine. Mais je dirais même plus, personne ne savait vraiment ce qu'était l'Ukraine. L'Ukraine était largement considérée comme ce qu'elle était considérée par les Russes, c'est-à-dire une partie de la nation russe, une partie d'un peuple pan-russe, et que ça devienne un État indépendant et souverain, était une idée qui n'était pas acceptée en Russie, mais en réalité, pour des raisons qui sont aussi largement historiographiques, c'était une idée qui était aussi largement acceptée, plus ou moins explicitement, par les pays européens. Si vous ajoutez à cela la russophilie qui est très présente en France, qui est très présente en Allemagne, l'exemple de l'aéroport le montre bien, Zelensky sait tout ça. Et il a présent à l'esprit le discours de Macron qui, pendant des années, a répété qu'il fallait renouer le dialogue avec la Russie, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et donc, il sait très bien que, eh bien, dans ce contexte-là, s'il n'est pas très exigeant, il n'obtiendra pas ce dont il a besoin. Dernière remarque que je trouve tout à fait remarquable, c'est le 1%. Parce que là, ça montre un optimisme à tout crin. Bon, il y a 99% de chances que nous gagnions. L'expression est belle et elle témoigne de cet optimisme à tout crin qui fait que l'Ukraine est aujourd'hui dans la situation dans laquelle elle est. Simplement, Ulrich Bouna, sur la question des avions, est-ce que vous pensez notamment qu'à l'occasion de ce déplacement, on a franchi ce nouveau cran ? Et que de fait, avec la décision britannique de commencer à former des pilotes ukrainiens, avec la légère évolution sémantique de la France, on a franchi un nouveau cran. Je pense que le cran n'est pas encore complètement franchi, mais effectivement, on sent quand même que ce qui était inenvisageable il y a quelques mois, désormais, il y a une porte qui s'entrouvre. On a vu effectivement Rishi Sunak proposer de former les pilotes ukrainiens. On a vu, pas plus tard que cet après-midi, une proposition de parlementaires néerlandais qui proposent eux aussi de former des pilotes ukrainiens sur les F-16. Donc on voit que les lignes bougent petit à petit. Après, quand bien même, enfin, tout dépendra très clairement d'un feu vert des États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis sont dans une position attentiste. Sans feu vert des États-Unis, vous pensez que les Européens n'iront pas ? Ah, c'est très clair, j'en suis persuadé. Parce que, pourquoi ? Notamment parce que déjà la plupart des avions qu'on fournirait, ce sera certainement des F-16, puisque c'est le plus gros contingent d'avions de chasse en Europe. Et donc effectivement, il faudra un feu vert des Américains, d'autant plus que on peut aussi envisager en première, pour fournir des avions sur le court terme, ce serait probablement plus aussi des MiG-29 que possèdent les Polonais et les Slovaques. Les Polonais et les Slovaques ont toujours dit qu'ils ne bougeraient pas et qu'ils n'enverraient pas leurs avions tant qu'ils n'auraient pas reçu en contrepartie des avions de chasse de la part des États-Unis. Donc il y a effectivement tout ce jeu, et je pense que le rôle des États-Unis est prépondérant, parce que plus les armements que l'on fournit, enfin que les Occidentaux fournissent, sont sophistiqués et peuvent potentiellement provoquer des réactions, on va dire, le rôle des États-Unis est très important. Mais en tous les cas, pour revenir à votre question, oui, on sent qu'on franchit petit à petit des étapes, et que ce qui était inenvisageable il y a quelques mois, mais c'est pareil pour les chars, ce qui était inenvisageable il y a quelques mois devient désormais potentiellement possible à moyen terme. Et d'un mot sur la France, parce que la France indique elle-même, l'état-major de l'armée de l'air indique qu'il y a 13 Mirage 2000C qui ont été retirés du service il y a quelques mois, qui ont encore du potentiel. Et pour le coup, la formation des pilotes ukrainiens ne prendrait pas des années, mais plutôt des mois. Donc c'est vraisemblable ? Alors, techniquement, elle est tout à fait envisageable. Je dis bien techniquement, hein, les obstacles politiques sont une autre affaire. Mais il faut regarder quels sont les avions... Les voilà, c'est Mirage 2000C. Voilà, qui sont en train d'être retirés du service en Europe. Qu'est-ce qui est en train d'être retiré du service ? Les fameux Mirage 2000.
les Eurofighters britanniques et allemands de la première génération, et qui seront retirés dans l'année ou les 2 années qui viennent et dont on peut éventuellement accélérer la livraison. Et puis les F-16 de quelques pays européens. Il y a plus de Eurofighter que de F-16 en l'occurrence. Il y a plus de pays qui ont des F-16. Et donc la France pourrait être du lot. Le président Macron avait dit il y a à peu près une semaine que l'hypothèse n'était pas, il a laissé entendre qu'elle n'était pas totalement exclue. C'est sa grande phrase. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu, ce qui est beaucoup plus prudent que les déclarations qu'il faisait l'année dernière, où grosso modo il se ficelait à l'avance. Là, maintenant, il se donne au moins les moyens de pouvoir expliquer après coup qu'il avait toujours, c'est ce qu'il avait toujours envisagé. Donc techniquement, c'est faisable. Des mois pour former les pilotes, oui, mais le problème, c'est la maintenance, c'est l'entretien, c'est la formation des mécanos et ainsi de suite. C'est une affaire lourde. Allez, mettons une année. D'accord.